Sa vie ressemble à un roman. Fils d'un grand résistant, il rompt précocement avec la bourgeoisie et le voici dresseur d'ours, amant de stars, compagnon de Brigitte Bardot, contemporain aussi du commandant Cousteau, ami de Reptile, saltimbanque aussi à la télévision, militant subversif, défenseur infatigable des animaux et du climat, le président de la Ligue de protection des oiseaux et le grand témoin de votre journal. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bienvenue et merci d'être avec nous. Voilà pour ce mini-portrait, si je puis dire, qui vous fait sourire. Votre livre, vos mémoires sont publiés aux éditions de La Martinière. Ça s'appelle « Il faut continuer de marcher ». Alors, en lisant votre livre, Alain Bougrain-Dubourg, on prend conscience, au fond, de l'aspect absolument révolutionnaire de votre engagement. Vous épousez la cause animale contre la bourgeoisie pour claquer la porte à votre milieu. Oui, d'une certaine manière. J'étais habité par la passion des animaux et mes parents ne s'y opposaient pas, mais ils espéraient effectivement autre chose que le néant que je proposais. Je ne pouvais pas être vétérinaire, j'avais de mauvais résultats scolaires, alors qu'est-ce que j'allais faire dans la vie? Et ça a conduit à des conflits qui ont été douloureux quand même, mais qui m'ont probablement permis de tenter de surmonter les obstacles. Et sans ces bras de fer, peut-être que j'aurais pas eu l'énergie nécessaire pour faire de ma vie une passion ou de ma passion une vie. Ouais. Et ça, c'est un bilan qui est heureux quand même. Alors, il y a une anecdote, allez, dans votre livre, commençons par celle-ci, incroyable. Vous racontez, par exemple, comment vous avez été viré de l'armée à cause, justement, de votre passion dévorante pour les animaux. Comment ça s'est passé ? Bien, j'étais passionné singulièrement par les reptiles et j'avais toujours avec moi des couleuvres et des vipères. Et on m'avait affecté à un bureau où j'étais chargé de classer les dossiers médicaux. J'étais tout seul, donc je venais tous les jours avec mon petit sac, mes serpents, puis je regardais mes couleuvres passer entre les dossiers. Ouais. Tout ça. Un jour, il y a un gradé qui est rentré, il a manqué de suffoquer, il m'a dit « mais enfin, vous plaisantez ». On m'a emmené au Val-de-Grâce très rapidement, parce que j'ai dit que j'étais désolé, mais ça ne suffisait pas à calmer l'autorité militaire. Et je suis passé devant des psychiatres, j'ai indiqué que c'est vrai, j'avais plus de compassion à l'égard des animaux, et singulièrement des serpents, que des femmes. Je me sentais plus proche. Et alors là, bon, je le fais court, mais j'ai été réformé pour 33% d'invalidité mentale. Et on m'a dit, ce qui m'a fait de la peine, que si la France était en danger, on ne ferait pas appel à moi. Ça, je trouve ça quand même un peu méprisant. C'était dur. Bon. Ouais, c'est un peu dur. Alors, qu'est-ce qui vous attire tant, justement, chez les animaux, Alain Bougrain-Dubourg ? Oh, une multitude de choses. D'abord, peut-être la capacité à communiquer avec le reste du vivant. L'homme est sur un piédestal, omniprésent sur la planète, et il reste finalement assez indifférent à l'ensemble du vivant dont nous dépendons. Alors moi, j'ai envie d'être curieux de nature. C'est peut-être un goût de l'exotisme et c'est peut-être aussi un goût du rapport de force. Quand enfant, je prenais des vipères dans la main qui avaient leur venin et je regardais si elles se sentaient bien dans mes mains, mais elles pouvaient me mordre en même temps. Ben, c'était quand même une façon d'évaluer mon pouvoir. Voilà. Enfin, et puis, surtout, aujourd'hui, et depuis longtemps, la révolte que j'ai devant l'indifférence que l'on a à l'égard du monde animal, voire les violences dont il est victime. Alors, vous avez mené plusieurs combats, beaucoup d'images ont circulé à la télévision. On vous a souvent vu, au fil des années, être molesté, pris à partie par des gens qui n'appréciaient guère votre combat. Quelle est la lutte la plus difficile que vous ayez eu à mener à ce jour ? C'est probablement avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Il a fallu 20 ans pour faire respecter le droit dans le Médoc, où chaque année, au mois de mai, eh bien, on massacrait près de 30 000 tourterelles, alors que la chasse était fermée. Et les autorités locales fermaient les yeux. Et donc, avec la LPO, on allait sur le terrain. Et je pensais qu'en amenant une caméra ou deux, en 2 ans, le problème serait réglé. Non. Non, il y avait vraiment une solidarité à l'égard de ce non-droit. Et il a fallu que des gens comme Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Théodore Monod, Hubert Reeves et bien d'autres, année après année, m'accompagnent pour qu'un jour, un préfet arrive, un type qui était responsable du droit, qui a dit « mais en France, on fait appliquer le droit ». Et en 3 ans, il a mis fin à cette pratique. Ça a été douloureux, violent, et puis révoltant surtout.
On ne peut pas à la fois, le gouvernement, l'État ne peut pas à la fois montrer du doigt les citoyens en disant « vous devez vous plier à la réglementation légitime » dont nous dépendons, et en même temps se comporter de cette façon. Au moment où nous parlons, je tiens quand même à dire qu'on capture illégalement des ortolans dans les Landes, ou des pinsons, et tout ça vendu sous le manteau. Tout le monde est au courant, et ça continue. Bon. Alors dans ce livre, il est question aussi de votre vie privée. Elle est devenue publique, si je puis dire, malgré vous. J'aimerais lire un extrait de votre livre, page 228. Vous dites « Contrairement à ce que l'on pense, Brigitte n'est pas misanthrope. Elle aime les êtres vrais, pas ceux qui débarquent en pays conquis ou reniflent la vulgarité, la formule lui appartient, mais les plus simples, ceux qui ne demandent rien en échange de leur amitié, ceux pour lesquels l'être compte plus que le paraître », elle précise en souriant, tous ceux en somme qui sont innocents, les enfants, les vieux, quelques amis et les animaux. Cette Brigitte en question, on l'a compris, vous l'avez dit, il s'agit de Brigitte Bardot. Oui, c'est vrai. Elle a investi toute son énergie dans la défense animale, mais ça ne l'exonérait pas d'être attentive à la souffrance des autres. Et vraiment, je l'ai vu aider beaucoup de gens. Je me souviens, on allait ensemble, du reste, dans la maison des petits vieux de Saint-Tropez. Ouais. Elle les connaissait tous par cœur. Elle amenait des fleurs à chacun. C'était charmant. Bon, elle a vraiment de la compassion pour les plus faibles. Mais comment un jeune en rupture avec son milieu, on en a parlé au début de cet entretien, Alain Bougrain-Dubourg, passionné d'animaux donc, devient-il le compagnon d'une star qui, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent, à l'époque, c'était un rêve de passer ne serait-ce que quelques minutes avec elle? Je crois que c'est le hasard. Alors, figurez-vous que j'ai jamais été impressionné par le personnage dont j'avais conscience, extraordinaire qu'elle représentait au plan mondial. Moi, j'avais en face de moi une fille hyper sympa, un peu seule, déboussolée, fragile, et elle parlait le même langage que moi. On avait les mêmes passions. C'était d'une grande simplicité, donc les choses se sont faites simplement. Elle vous demande en mariage, vous refusez, juste en 3 mots, pourquoi? Parce que j'avais peur des conséquences médiatiques surréalistes. Et déjà, j'avais vécu avec elle les paparazzis et tout le reste. Elle détestait cette pression de la presse. Et bon, en même temps, elle voulait une identité. Elle pensait qu'elle se ferait appeler Madame Bougrain-Dubourg. Je crois que c'est moi qui m'aurais fait appeler Monsieur Bardot. Mais peu importe, on s'aimait beaucoup. Alors, on ne va pas raconter tout votre livre, mais nos téléspectateurs le liront sans doute. C'est par hasard que vous vous retrouvez à la télévision avec un certain Michel Drucker ou encore Patrice Laffont. L'insoumission, d'ailleurs, ne vous quitte pas. Vous désobéissez à vos producteurs. Vous menez vos propres reportages, commando sur les violences faites aux animaux. Tout cela est donc à lire dans votre livre, dans ses mémoires. Venons-en, si vous le voulez bien, à ce qu'on appelle la COP21, cette grande conférence mondiale qui va se tenir au mois de décembre à Paris. Il y a quelque chose qui interpelle tout de même Alain Bougrain-Dubourg. On entend parler depuis plusieurs mois de diesel, de carburant, de réduction des émissions de ces gaz à effet de serre, et pas vraiment des animaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ni des animaux, ni de la nature. Et j'en suis vraiment désolé. Alors, je dois reconnaître à l'égard de Ségolène Royal, Dieu sait si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, la manière dont elle se comporte avec les loups, etc. Enfin, bah, qu'elle a eu le mérite de porter le thème de la biodiversité aux côtés de la question climatique. L'un ne va pas sans l'autre. Si je devais simplifier, je dirais quoi? Je dirais qu'un arbre, ça va capter 6 kilos de CO2 par jour et nous livrer 5 kilos d'oxygène. Mais au-delà, le vivant qui nous entoure et qui va être affecté par le dérèglement climatique, les services rendus par la nature, je pense à la pollinisation, ça représente 30% de la production agroalimentaire. Si les abeilles disparaissent, avec les pesticides insecticides, mais aussi le réchauffement, et on le voit à tous les niveaux, eh bien, il y a un impact direct. Donc, je pense que c'est extrêmement grave de ne pas intégrer la biodiversité à la question du climat. Et actuellement, cette biodiversité est en grand déclin. Moi, j'assiste au titre de la délégation française à tous les sommets de la Terre, à Nagoya, Hyderabad en Inde, etc. Et on s'engage, les 196 pays de l'ONU, on s'engage à stopper la perte de la biodiversité. On n'y arrive pas. Certains scientifiques, d'ailleurs, parlent déjà d'une 6e extinction des espèces qui serait enclenchée. Je crois que c'est même vous-même, la Ligue de protection des oiseaux, qui avait annoncé la bonne nouvelle l'été dernier. Des cigognes noires vues en Alsace, c'était presque un miracle en 2015. Mais que faire concrètement pour alerter
les opinions publiques sur cela, justement? Il y a une très jolie formule de Pierre Rabhi qui nous parle du petit colibri. En 2 mots, il y a tous les animaux de la forêt qui sont là, il y a un incendie de forêt, et il y a un petit colibri avec une goutte d'eau qui passe au-dessus et qui va la relâcher sur la... Alors tous les animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette goutte d'eau ?» Et il dit « Je fais ma part ». Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on n'en est plus à l'heure de la sensibilisation, mais de l'action. Et on voit bien que chacun à notre niveau, le citoyen, l'entreprise, la collectivité, on peut agir. Je ne vais pas décliner la multitude de choses, mais ça va du covoiturage en passant par l'aménagement d'un jardin de façon fonctionnelle pour accueillir la biodiversité. Il y a plus d'1 foyer sur 2 en France qui a un jardin, et bien d'autres choses encore. On peut retrouver auprès des associations des capacités à agir. Voilà. Il faut continuer de marcher. En quelques mots, je connais la réponse, mais j'aimerais vous laisser l'entendre dire. Pourquoi ce titre? C'est très émouvant. J'ai retrouvé mon vieil ami Théodore Monod 3 jours ou quelques jours avant sa mort. Et il était très faible, il n'arrivait plus à parler. Donc je lui racontais nos combats, il me serrait le bras en signe d'acquiescement et il m'a soufflé à la fin « Alain, il faut continuer de marcher ». Et voilà, j'essaie de marcher dans ses pas. Eh bien, merci d'être venu continuer à marcher sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Alain Bougrain-Dubourg, merci à vous.